Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum dans le 12-13 de Média 24 en ce jeudi 23 avril 2026. Aujourd'hui, nous allons traiter de plusieurs actualités économiques. D'abord, celle qui concerne notre premier invité, c'est Abdeltif Mazouz, président du conseil de la région de Casablanca-Stade. C'est Abdeltif Mazouz, bonjour, marhaba bik معنا dans le 12-13 de Média 24. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba. Alors avec vous, nous allons parler d'un prêt inédit pour une collectivité territoriale, en tout cas au Maroc. La région que vous présidez vient de lever 1 milliard de dirhams sur le marché des capitaux à travers une émission obligataire, une opération financière qui marque une nouvelle étape dans la régionalisation avancée et la diversification aussi des sources de financement du développement territorial. Alors, au-delà du symbole, cette levée pose plusieurs questions. Comment une région comme la vôtre, ou celle que vous présidez, parvient à convaincre des investisseurs institutionnels, y compris internationaux? À quoi va servir concrètement cet argent? Et est-ce le début d'un nouveau modèle de financement pour les territoires marocains? C'est notre sujet à la une et on en parle maintenant. Et pour en parler, Aziz Bousta est à ma droite, fidèle chroniqueur attitré de cette émission. Salut Aziz. Bonjour, bonjour, c'est Abdeltif Mazouz. Merci beaucoup. Première question, c'est Abdeltif Mazouz. La région que vous présidez vient de lever donc 1 milliard de dirhams sur le marché obligataire. C'est, comme je l'ai dit en introduction, une première. C'est inédit pour une collectivité territoriale. Comment cette opération s'est-elle concrètement construite? Est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de cette opération financière? Écoutez, votre question est très intéressante parce que c'est plus que des coulisses. C'est un travail préalable. D'abord, c'est une décision du Conseil qui découle de notre programme de développement régional, qui a été construit sur la base de projets à lancer qui sont en cours et sur la base de moyens de financement. Ces moyens de financement, on a les recettes de la région qui proviennent en partie de l'État et en partie de ce qu'on appelle des ressources propres, notamment de taxes portuaires et de taxes sur les carrières et sur d'autres permis de chasse, par exemple. Mais à 80%, c'est des transferts de l'État. Et lorsque on fait, par exemple, pour arrondir 1,5 milliard fois 6, ça fait 9 milliards. Lorsque le PDR prévoit la contribution de la région au projet de 13 milliards, il faut trouver 4 milliards. Ces 4 milliards, donc la solution, c'est la dette. Quand je dis la contribution de la région, parce que le PDR initial, il était à 47 milliards. Oui. Donc, dans à peu près 13 pour arrondir pour la région. Donc, dès le départ, la dette était admise et nécessaire pour boucler la boucle, sachant que c'est des projets d'investissement. Les coûts de fonctionnement du conseil régional représentent moins de 10% de nos budgets. Donc, nous travaillons sur l'investissement et le développement. Donc, à partir du moment où c'était admis, donc, lorsque le PDR a été visé par le ministère de l'Intérieur, avec cette hypothèse-là qu'on allait lever de la dette pour financer, il restait quelle dette? Donc, la chance, je dirais, que nous avons comme conseil, c'est qu'on a eu, en communiquant sur notre programme, on a eu beaucoup de propositions de financement. Et donc, il y a eu des organismes internationaux qui sont venus, et il y a eu, bien sûr, des organismes nationaux qui sont venus, y compris des organismes d'État comme le Fonds d'équipement communal. Donc, il fallait faire des arbitrages en fonction du coût et en fonction, bien sûr, de la flexibilité de la ressource. Alors, et du coup, donc, on a présenté ce plan et on a adopté au mois de mars 2024, ça fait 2 ans, le Conseil a approuvé la décision de recourir à l'emprunt obligataire comme moyen nouveau. On est la deuxième collectivité. La première, c'est la commune d'Agadir. Mais nous sommes la première région qui a levé des fonds sur le marché de capitaux
même si les modalités sont différentes. Donc, il y a eu adoption par le Conseil et donc le compte à rebours a été lancé. Avec deux éléments qu'il faut souligner. Un, c'est que on ne voulait pas lever des fonds qui vont rester oisifs. Donc, c'est pour ça que c'est resté pratiquement jusqu'à la fin de la 5e année. On a travaillé par nos moyens, on a attendu que les décaissements soient effectifs, parce que entre lancer un marché, lancer un projet, lancer un marché, commencer à le réaliser, commencer à décaisser, ça prend du temps. Donc, c'est de la gestion. C'est-à-dire que même la temporalité le moment de ce prêt a été pensé. Exactement, exactement. D'accord. On a travaillé sur la réduction du taux d'endettement de la région. Aujourd'hui, on a levé 1 milliard d'emprunts obligataires, mais entre octobre 2021 et aujourd'hui, on a soit annulé, soit remboursé 1 milliard de dettes. 30 millions de dirhams de dettes. Ça a été un argument décisif pour convaincre les investisseurs. Voilà, c'est important. Donc, à partir de là, une fois qu'on a fait tout l'assainissement, l'adoption par le Conseil, il fallait partir vers un ensemble de processus. Le premier, c'est un processus d'approbation au niveau administratif. Notre décision doit être approuvée par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Donc, cette approbation est intervenue au mois de décembre 2025. C'est pas qu'ils ont tardé, mais la vérité, on n'a pas insisté, on n'a pas relancé, on observait deux choses. Un, le besoin effectif de trésorerie, et deux, les conditions de marché. Le taux directeur a baissé de 50 points de base depuis le jour où ça a été voté. Donc, on a tiré profit un peu de ça aussi. Une fois que ça a été visé, donc au mois de décembre 2025, on a lancé le processus avec bien sûr les opérateurs, que sont la banque d'affaires ou la banque conseil. Il y a un consortium de 3 banques qui est dedans, CDG, Banque Populaire et Attijari, qui nous ont accompagnés dans le processus. C'était quelque chose de nouveau pour eux, comme c'était nouveau pour l'administration de la région. C'est vraiment un travail de pédagogie important. Heureusement que ma formation est financière et j'ai joué un peu ce rôle, un peu de formateur entre les deux. C'est nouveau pour les banques d'affaires. Mais ce n'était pas nouveau pour la Bird. C'était pas nouveau pour la Bird. Alors j'en viens à la Bird, si vous voulez bien, parce que justement ce qui attire l'attention peut-être dans cette opération financière, c'est que la Bird participe à hauteur de 400 millions de... 40% du monde. De dirhams, voilà, 40% du prêt. Et ça donne effectivement une dimension internationale à cette opération. Qu'est-ce que cela dit de la crédibilité financière de la région aujourd'hui? Est-ce que vous avez dû les convaincre davantage ou est-ce que la crédibilité de la région parle pour elle-même? Écoutez, il y a les deux à la fois. Donc, comme je vous ai dit, des opérations d'émission d'emprunt, ça se fait pour une entreprise. On calcule les cash flows, on essaie de faire de la prévision des cash flows. Il y a des paramètres, des agrégats habituels pour les banques d'affaires. Lorsqu'il s'agit d'une région, il fallait créer les agrégats qui vont servir d'appoint pour justement préparer cette émission et rassurer l'investisseur. Donc, c'est que nous sommes une région très peu endettée, nous sommes la région la moins endettée, justement par ce travail d'assainissement financier. 2, c'est que si vous prenez cet emprunt qui est sur 10 ans, donc si vous voyez 10 ans, allez, ça fait 100 millions de dirhams par année, 100 millions par dirhams en tant que capital, donc ça fait moins de 3%, 4%, 5%. 100 millions par rapport à 1 milliard 600 millions aujourd'hui, qui est le montant des recettes de la région. Donc, vous voyez un peu, c'est 1/16e. Donc, c'est rassurant pour un investisseur. Il n'y a pas photo. Hein, donc, si je comprends bien, il n'a pas fallu les convaincre plus que ça pour qu'ils vous rejoignent dans cette opération. Écoutez, moi, je dis, comme vous l'aviez souligné, la Bird a l'habitude de cet exercice. Oui. Les autres investisseurs institutionnels privés ne sont pas habitués à ce genre, surtout leurs intervenants.
Donc, il fallait qu'ils comprennent ça. Et puis, il y a eu une opération de due diligence sur les comptes de la région, sur ses projets, sur les ressources, sur qui a pris bien, pris plusieurs semaines. Hein, c'était pas... Justement, moi, j'aimerais avoir la temporalité globale de cette opération. Ça a duré, si j'ai bien compris, 2 ans au total. Non, la vérité, il faut compter à partir de fin décembre 2025 jusqu'à fin mars 2026, c'est-à-dire 3 mois. 3 mois, ok, très bien. Mais on était en relation très bien. Avec ces intervenants durant toute la préparation avant le visa du ministère de l'Intérieur. Alors, avant de donner la parole à Aziz à ma droite, une question rapidement. Concrètement, en quelques mots, à quoi va servir ce milliard de dirhams levé? Alors, l'avantage, comme je vous l'ai dit, d'un emprunt comme ça, c'est un emprunt désintermédié, donc il n'y a pas de marge de banque, etc., donc c'est moins coûteux. Deuxièmement, il est flexible, c'est un financement budgétaire, c'est pas un financement lié à un projet. Donc nous avons un portefeuille de projets qui est en cours et qu'on a démarré, et il y a une partie qui va venir, parce que bon... le financement qui arrive permettra justement de faire face aux flux de trésorerie, de dépenses qui sont déjà programmés, hein, donc dans lesquels il y a... Donc, ce n'est pas un prêt qui répond spécifiquement à un projet donné ou... Alors, non, ce n'est pas tout à fait un projet précis, c'est plusieurs projets. Et la dimension, il y a 2 dimensions qui ont attiré des investisseurs, je dirais même 3. Et surtout, la BERD. C'est qu'il y a une dimension développement économique très importante. Nous investissons dans des projets de plateformes d'activités industrielles, logistiques, etc. Donc, qui vont générer de la richesse, qui vont générer de l'emploi, et mieux que ça, qui vont générer des recettes pour la région. D'accord. Donc, et ça fait partie de la diversification de ressources que nous avons engagées au niveau de la région Casablanca-Stade. D'accord, donc ça c'est le premier point. Voilà. Deuxième point, c'est qu'il y a une dimension humaine. Dans ce que nous finançons, il y a toute la partie développement rural, donc qu'il s'agisse de routes rurales, de branchement à l'électricité, de branchement à l'eau potable, de mise à niveau de certaines communes rurales, etc. Donc ça a beaucoup attiré des organismes comme nos organismes nationaux, mais également là-bas. Et troisième dimension, c'est la durabilité. C'est que nous avons beaucoup de projets, et dans des projets qui sont en cours, qui sont en relation avec la préservation de la ressource eau, l'amélioration un peu des conditions de pollution de la région, et la partie un peu assainissement liquide et solide. D'accord. Ça rentre dans le cadre du programme Région Verte, c'est ça? Exactement. Région Verte. Exactement. On va y venir, mais je donne la parole avant à Aziz. Alors, je voudrais revenir un peu sur 2 ou 3 petites questions de forme avant de rentrer dans la Région Verte. Vous avez dit à ces Mazouz que bon, il faut compter 4 mois, mais en fait, vous avez pris la décision en mars 2024. Ouais. Autorisation en mars 2026. Donc non, ça fait autorisation en décembre 2025. En décembre. Et finalisation, en mars 2026. Donc, c'est un processus de 2 ans. C'est un processus de 2 ans. Enfin, entre le fait de le décider au niveau du Conseil et le fait de le concrétiser. C'est ça. Ça ne nécessite pas nécessairement 2 ans. Parce qu'il y a le concept de régionalisation avancée. Ouais. Il y a tout un truc. Donc, est-ce que les régions sont véritablement autonomes ou il faut attendre véritablement autant de temps l'accord de l'État, de services centraux de l'État? Ça pose la question de l'avancement de la régionalisation. Première question, alors je vous demande de répondre succinctement parce que j'en ai 2 autres. C'est une question d'apprentissage, à mon avis. Donc, en tout cas, nous, on n'a pas mis de pression au départ parce que quand on a besoin d'argent, quand on a besoin de passer quelque chose au niveau du ministère, on fait un peu de pression. On essaye d'expliquer. Et là, comme on n'avait pas besoin d'argent tout de suite, donc on a laissé un peu les choses se faire jusqu'au moment où on a senti qu'on allait avoir besoin. Et la vérité, entre le moment où on a exprimé ce besoin de manière insistante, ça a pris 3-4 semaines. C'est pas plus que ça. Très bien. Alors, deuxième question sur les garanties. Quelles sont les garanties que vous avez données pour ce prix, cet emprunt? Est-ce qu'il y a des garanties? La garantie, c'est la crédibilité de la région. Exactement. C'est ce que on n'a pas signé d'hypothèque, on n'a pas signé non, il y a une garantie de l'État derrière. Absolument pas. Absolument pas. La commune, la région. Point. La région. De toute façon, à partir du moment où vous signez un engagement, c'est que
ça devient prioritaire avant toute dépense. Hein, donc, la signature de voilà. l'État et des collectivités territoriales. Alors, troisième question, quand vous dites que vous avez demandé au Conseil de la région, qui vous a donné bien entendu, le Conseil de la région, c'est aussi les communes. Vous avez parlé de 20% à peu près de recettes. Bon, les recettes de l'État, c'est 80, 20% de vos recettes propres. En fait, ce sont les recettes des communes, pas les recettes uniquement de la région. Non, absolument. Et donc, les communes n'ont rien à voir là-dedans. Non, absolument pas. Les communes, ils bénéficient de notre argent. Ils n'apportent rien du tout. Donc, c'est qui reçoit les taxes locales? D'abord, ceux qui votent, c'est le Conseil de la région. Mais non pas. C'est les 75 membres de la région qui votent. Les recettes que nous obtenons ne passent pas par la région. C'est la taxe sur les activités portuaires, c'est une taxe que nous collectons directement. Auprès des entreprises sur leurs activités portuaires. Même chose pour la taxe sur les carrières. Même chose pour la taxe sur les permis de chasse. Donc, ce sont pas pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais la plus importante, c'est la taxe sur les activités portuaires. Oui, ça, c'est... Et j'espère qu'on va arriver à élargir un petit peu. Alors, dernière question. Aziel m'inquiète un petit peu. Vous avez parlé de la commune de Gadir, vous avez parlé de la région de Casa. Est-ce que si vous avez parlé aussi de l'apprentissage, si les choses entrent dans les mœurs et que maintenant les collectivités territoriales commencent à demander de l'argent aux banques marocaines, 60% de ce financement est venu par les banques marocaines. Est-ce que ça ne va pas assécher ou réduire la capacité des banques à prêter de l'argent au secteur productif? C'est plus facile de prêter à une région, à une commune, riche ou pas riche, toujours des garanties derrière. Et l'argent, avec les mesures prudentielles, il n'y en aura plus. Est-ce que vous n'avez pas cette inquiétude en tant qu'économiste et en tant qu'ancien ministre? La vérité, je reviens au mot apprentissage. Je pense que les prochaines étapes, ça va être de la levée d'argent par recours à l'épargne publique. Donc, il faut que ça soit un emprunt obligataire ouvert, progressivement. Donc, que la banque ait mis de l'argent aujourd'hui dans cet emprunt, c'est une démonstration et c'est une façon de confiance. Voilà. Très bien. Je reviens à ce prêt en question, à quoi va servir le milliard. Si j'ai bien compris, il n'y a pas un ou deux projets précis qui vont s'accaparer le milliard de dirhams levé, mais ça rentre dans le financement des différents projets lancés dans le cadre du plan de développement régional. C'est bien ça. Alors, parmi ces projets lancés, il y a ce que vous appelez le programme Région Verte. Alors, c'est vrai que Casablanca-Stade, c'est la région la plus riche du Royaume du Maroc. Ça représente à peu près un tiers du PIB. 20% à peu près, un cinquième de la population nationale, mais aussi et surtout la région la plus polluée, la plus dense en termes d'urbanisme. Il y a des problèmes d'écologie à gérer, des problèmes d'urbanisme aussi à améliorer. Et quand j'entends moi parler d'un programme dit d'une région verte, et que je mets ça en parallèle avec la région de Casablanca-Stade, il y a une certaine forme de dichotomie que j'ai du mal à comprendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quels sont les projets qui rentrent dans le cadre de ce programme dit de la région verte? Je vais vous donner deux exemples perceptibles et importants. Quand je suis arrivé à la tête du conseil régional en tant que citoyen casablancais, j'ai personnellement souffert et j'ai entendu tous les Casablancais souffrir des odeurs de la décharge de Mdiouna. D'accord? Et donc, première opération qu'on a faite, c'est changer un peu la physionomie de cette décharge, d'une part, et deux, planifier une nouvelle génération de décharges. Je m'explique. Si vous partez aujourd'hui à Mdiouna, vous mettez au pied de la décharge, vous n'avez plus l'odeur qu'il y avait auparavant. Donc, les habitants de Bouskoura, etc., ne parlent plus d'odeur. Mais l'absence d'odeur ne signifie pas pour autant l'absence de pollution. Attends. On arrive. Donc, si vous n'avez pas d'odeur, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Il fallait dégager cette décharge du Lexivia qui était le plus polluant. Deuxièmement, on a transformer cette décharge en espace vert. Si vous partez, ce qui était un point noir à Mdiouna est devenu une colline verte. Si vous partez maintenant, on est à
presque 75% d'avancement, ça va devenir une vraie colline verte, un parc d'attractions, etc., que tout le monde peut fréquenter. Donc, c'est une réduction de la pollution. D'accord. Deuxièmement, toujours par rapport à la décharge, on est parti d'un modèle de décharge qui était allé, pour le remplacer, à peu près à 3 milliards. On est passé à un modèle de décharge à 16 milliards de dirhams d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on part du modèle d'enfouissement, qui se traduit par l'exivia, par la pollution d'un nappe, etc., à un modèle de recyclage. Donc avec de l'incinération qui dégage de l'énergie, laquelle énergie est injectée dans le réseau public, etc., etc. Donc voilà ce qui se fait pour rien qu'à ce niveau-là. Deuxièmement, vous avez de plus en plus d'espaces verts autour de vous. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que c'est grave. Cet espace vert ne pouvait pas se faire avec de l'eau conventionnelle, avec de l'eau potable. Il fallait donc avoir une ressource en eau qui permet de faire cela. Donc, qui est la réutilisation des eaux usées. On a ouvert 2 stations de traitement et pour la réutilisation des eaux usées. Très bien, ça c'est ce qui a été fait. Ce qui est en cours. D'accord. Voilà. Donc, et juste pour qu'on referme cette parenthèse, les projets prioritaires ou à venir, toujours dans le cadre de ce programme de la région verte, c'est quoi, en quelques mots, rapidement? Il y a un élargissement des espaces verts, pas seulement à Casablanca, à Mdiouna, à Stade, à Nouassar, à Barchid, à Mohammedia, etc. 1. 2. La multiplication des points de traitement et réutilisation des eaux usées. Il y a une qui démarre à Mohammedia avec Chilalat. D'accord. Donc, une autre qui est prévue pour Barchid, etc. Très bien. Donc, je suis resté dans la partie une deuxième famille de projets qui est liée justement à cette région verte, parce que quand on dit région verte, c'est pas nécessairement la couleur verte, mais c'est région dépolluée. C'est le modèle de transport public qui est en train d'être mis en place. L'idée, c'est qu'il y ait un modèle de transport public non polluant, avec accessibilité financière et temporelle du citoyen. Donc, c'est dans ce sens que s'inscrit le RER. Donc, avec tout l'investissement qu'il y a, c'est 16 milliards de dirhams qui est prévu pour cela. Très bien. Donc, voilà. Et dernier point, c'est que nous avons mis en place des stations d'observation de la qualité de l'air au niveau de la région. Entre 2023 et 2025, ce qu'on appelle chez les observateurs des points rouges ont disparu par ces actions qui ont été menées, y compris sur le transport public par autobus que vous avez vu, il a complètement changé, ou celui des taxis. Très bien. Alors, il y a le programme de la région verte, puis il y a aussi la modernisation qui passe par le numérique forcément de la région et des services qu'elle propose aux citoyens de la région. Si j'ai bien compris, le milliard de dirhams, entre autres, va aussi, entre autres, permettre de financer les projets qui ont été lancés ou qui seront lancés, visant à digitaliser différents process. De quoi on parle concrètement? Avec des exemples très concrets. Je ne veux pas que le citoyen focalise sur le milliard, parce que... on vous reçoit en même temps parce que vous venez de lever 1 milliard de dirhams. Mais mettons le milliard de côté, vous avez raison. En matière de digitalisation, de numérisation. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons engagé, en tant que région, notre contribution au projet de développement dans la région, 10 milliards de dirhams. 7 ont été déjà décaissés. Et 3 sont engagés, ça veut dire qu'ils sont disponibles. Donc le milliard ne représente que 10%. Oui. Et je vous ai dit qu'on parle de 4 milliards, donc il y a encore 3 autres qu'on peut lever, et nous avons toute la capacité de le faire, qui peuvent être faits à nouveau sur le marché obligataire ou d'autres possibilités. On a une convention avec l'AFD, l'Agence française de développement, sur 1 milliard. Donc la Banque mondiale nous propose un autre milliard. Donc, c'est pas ça veut dire qu'il y a un engouement vers les projets de la région. Les autres projets structurants, c'est la mobilité, c'est les zones d'activité économique. Vous savez qu'on est aujourd'hui à peu près 1000 hectares qui sont mobilisés pour les zones industrielles et les zones logistiques. Et il faut les équiper.
les aménager, les équiper, donc bien sûr avec la contribution d'autres partenaires au niveau du gouvernement, mais il faut avoir les moyens pour le faire. Bien sûr, la digitalisation fait partie de ce schéma d'inclusivité ou d'inclusion, d'intégration des différentes parties du territoire qui comprend l'eau potable, sur laquelle nous avons déjà investi plus de 400 millions de dirhams, qui comprend l'éclairage public, qui comprend l'assainissement liquide, parce que si vous mettez de l'eau potable dans un douar et que vous n'avez pas d'assainissement liquide, vous êtes en train de tuer ce douar. Donc, tous ces projets se mettent en place, justement, et il faut des financements, et nous avons pensé à ces financements. Ce milliard est une partie de ces financements. Très bien. J'ai une dernière question avant de céder la parole à Aziz pour la fin de cette discussion. On va extrapoler l'actualité qui est la vôtre, celle du milliard, j'y reviens, aux autres régions du royaume, même si Aziz en a parlé tout à l'heure. Mais est-ce que le recours, de votre point de vue, le recours au marché des capitaux est appelé à devenir une pratique courante pour les collectivités territoriales au Maroc? Vous me disiez tout à l'heure que la commune d'Agadir avait déjà pris part à une telle opération, mais que la région que vous présidez est la première région à recourir à ce type de mécanisme. Et surtout, est-ce que toutes les régions du royaume sont en capacité de faire la même chose, ou est-ce qu'il faut un certain niveau de maturité financière pour pouvoir réussir une telle opération? En fait, je n'ai de leçon à donner à personne, hein, mais il faut de la maturité financière dans le sens d'abord compétence, parce que c'est une technicité. Donc, notre administration a appris. Le learning by doing. À un moment, on travaillait, ils ont beaucoup appris sur ce genre d'opération. Donc, et puis, il faut que la situation financière le permette. Moi, je ne connais pas l'état des finances de nos amis au niveau des différentes régions. Ne discutez pas entre vous. Vous ne vous racontez pas vos problèmes. Non, c'est plus que raconter. Il faut voir. Une due diligence ne se limite pas à raconter. Donc, il y a un travail préalable. En tout cas, ce que je peux dire et je peux déclarer, c'est que la région Casablanca-Stade, en ayant fait ce qu'elle a fait, tout l'apprentissage entre nous et les différents intervenants. Vous savez, même la MMC ou Maroc Clear, c'était pour eux une nouveauté. Donc, lorsqu'on vous dit il faut payer d'avance, que l'État vous dit vous n'avez pas le droit de payer d'avance, il faut que ces services faits, il fallait créer une espèce de jurisprudence pour que ça aille. Donc, je dis que l'opération dans notre région est une opération pilote pour les autres régions et que le président et les cadres de la région sont prêts à accompagner les collègues et amis qui souhaitent s'engager dans ce genre d'opération. Aziz Bousta, le mot de la fin. Chouch, on va politiser un peu, rapidement. 3 minutes. Rapidement, 3 minutes, ouais, si Mazouz répond rapidement. Vous avez parlé de la commune d'Agadir, vous êtes président de la région de Casa. La commune d'Agadir est dirigée par un RNI qui est Aziz Khanouch. Vous êtes Istiqlal. Est-ce que majorité politique et éligibilité bancaire, est-ce que ça va comme ça? Est-ce que ça aide un petit peu? C'est-à-dire qu'on a eu la chance, entre guillemets, dans cette mandature, d'avoir les présidents de région qui sont membres des 3 partis formant la majorité. Est-ce que si c'est plus le cas, est-ce que ça pourrait compliquer un peu les choses? Vous avez un coup de main au niveau du gouvernement parce que vous êtes de la majorité? Écoutez, personnellement, je ne pense pas que ça soit vraiment le cas. Donc, ça fait, d'accord. Je ne sais pas, je connais pas le cas d'Agadir, comment ça s'est déroulé, mais en tout cas, c'était pour nous un bon exemple parce qu'on a pris quelques pratiques qui ont été faites au niveau. Maintenant, je vous dis, je déclare toujours ça et je persiste et je le dis. L'argent n'a jamais été un problème pour des projets qui sont bien ficelés et bien portés. Dernière question. Alors, vous parlez du citoyen qui doit se retrouver un peu dans tout ça. Le citoyen que je suis apprend qu'il y a un PDR, Programme de développement ou le plan de développement régional, donc que chaque conseil de la région établit quand il est élu, c'est pour 6 ans. Et puis, nous avons aussi un programme national de développement territorial intégré qui a été décidé lors du dernier conseil de ministres, 210 milliards de dirhams. Et puis, là, il y a un emprunt. Là, on se perd un petit peu. Donc vous avez encore un an et demi. Votre successeur, c'est pas vous-même, votre successeur, avec ou sans eux,
pourra faire un PDR à lui, ou alors il devra s'intégrer dans ce programme national de développement territorial, et dans ce cas, où est la régionalisation avancée? Vous voyez, c'est très bien ce qui est fait, c'est très bien, mais ça risque de remettre un peu en question l'autonomie des régions. Je ne pense pas. La vérité, moi, je pense que on ne pouvait pas avoir un signal plus heureux que celui-ci. On nous dit, on met à disposition des territoires 210 milliards sur 8 ans, qu'il y a une concertation bottom-up. Donc, on commence par les provinces, puis les régions, puis le pays, qu'il y a un instrument flexible qui va s'appeler la société d'exécution de projet au lieu de l'agence d'exécution de projet, qui va être copiloté, on va dire. Donc, et puis, il y a eu une plus grande précision des attributions des conseils régionaux entre compétences propres et compétences partagées, qui permet de focaliser sur un ensemble de prérogatives dans l'économique, dans l'environnement en particulier. Donc, ce qui fait que on a toujours eu des plans en parallèle. La gouvernance que j'estime la meilleure, parce que les territoires, notamment les régions, c'est à mon avis, et encore une fois, c'est le meilleur endroit de convergence des politiques publiques. Avoir des PDTI et des PDR, ils vont être complémentaires. Ils vont être complémentaires. Nous, certainement, dans le budget du PDR, il va y avoir une aide au PDTI, et inversement. Très bien. Bien, merci beaucoup, Saad Latif Meazouz, d'avoir répondu à toutes nos questions, à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du conseil de la région de Casablanca-Stad. Je vous dis merci et à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci pour votre invitation. Voilà. Merci. Le 12-13 se poursuit sur Média 24. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. La suite du 12-13 de Média 24 et on en vient à notre focus de la semaine, les prix des fruits et légumes qui continuent d'augmenter parfois de manière spectaculaire. Et dans le débat public, une explication revient souvent, la hausse du prix du gasoil. Sauf que selon certains professionnels du secteur du transport, son impact réel sur le prix au kilo reste marginal pour ne pas dire insignifiant. Alors si le carburant n'explique pas tout, d'où vient cette flambée? Est-ce un problème d'offre, de climat ou de fonctionnement du marché lui-même? Pour en parler, je reçois Zakaria Hanish, président de la FIFEL, la Fédération interprofessionnelle marocaine de production et d'exportation des fruits et légumes. C'est le focus de la semaine. Oui, bonjour Saadil. C'est Zakaria Hanish, bonjour. On marhaba bik معنا dans le 12-13 de Média 24. Oui, bonjour Saadil, bonjour. Alors vous êtes, comme on peut le voir à distance, et vous êtes précisément à Meknès où se tient le salon de l'agriculture. D'abord, merci de nous accorder cet entretien de quelques minutes pour éclaircir un petit peu cette question des prix des fruits et légumes. La première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Alors on entend parfois tout et n'importe quoi sur les causes et les explications véridiques de la hausse des prix des fruits et légumes. On entend que cette hausse est liée à la hausse du prix du gasoil. Mais les chiffres et les calculs que certains ont menés montrent que, rapporté au kilo de fruits ou de légumes, l'impact du transport reste de quelques centimes à peine. Alors, est-ce qu'on utilise aujourd'hui le gasoil comme une explication facile, voire même comme un alibi pour justifier la hausse de des prix de certaines denrées alimentaires? Oui, bonjour Saadil. Vous avez en partie raison. Le problème de surcoût aujourd'hui dans la production est un problème structurel. Nous avons bien sûr beaucoup d'intrants sur lesquels on a vécu des augmentations inhabituelles et qui ont bien sûr impacté la chaîne de distribution, bien de vente après la première vente réalisée par le producteur au niveau des marchés de gros.
Mais on doit commencer par la vraie problématique. La vraie problématique qui se pose, elle est loin, elle est d'abord, il faut expliquer que c'est une année exceptionnelle qu'on a vécue cette année. C'est une année exceptionnelle. Bien sûr, alhamdoulilah, on a eu des pluies, on a eu une année pluvieuse très importante qu'on n'a pas vécue depuis plus de 7 ans. Mais avec ces pluies, malheureusement, on a beaucoup de maladies et de problèmes fongiques qu'on a vécu cette année et qui ont commencé depuis le début de campagne. Vous savez qu'au niveau de la région de Souss-Massa, principale zone de production des primeurs qui alimentent le marché local tout au long de l'année, du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, c'est une année très difficile. Car il y a depuis le début de campagne, on a vécu, il n'y a pas que les problèmes liés à la pluie, il y a aussi des problèmes liés au virus, au nouveau virus qui impacte. Zakaria, tout oui. ça c'est très intéressant, mais c'est pas le fond de ma question. Est-ce que la hausse des prix du gasoil impacte directement et de la manière que l'on constate aujourd'hui sur les marchés la hausse des prix des fruits et légumes? Là, vous avez mis le point sur un des problèmes qui impacte aussi la production, mais c'est pas le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu au niveau de la production. Au niveau de la production cette année, c'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup de problèmes et de maladies qui ont impacté la production, sur lesquels aujourd'hui on a moins de produits sur le marché. Mais le problème a commencé depuis le début de la campagne, comme je vous ai dit. Donc les problèmes liés, comme je vous ai dit, c'est une année vraiment pluvieuse. Mais avec la pluie, on a beaucoup de maladies qui se développent au niveau des serres. Vous savez, les conditions climatiques nous impactent directement sur la partie production au niveau des serres. Parce que nous, on n'a pas des vraies serres, on a des abris serres. Et ces abris serres, ils sont directement impactés par les changements climatiques. Donc, dès qu'on a beaucoup de pluie, dès qu'on a du chelgui, et la production, on peut pas la gérer. Donc, cette année, comme je vous ai dit, avec ces pluies, il y a beaucoup de maladies qui sont développées, de virus, qui font aujourd'hui à ce que la production a baissé en fin de campagne. Parce qu'il y a beaucoup de production qui a été détruite, qui a été arrachée au courant de l'année. Et c'est la principale cause qui fait aujourd'hui à ce que le produit soit, la quantité de produits soit moindre au niveau des marchés. Très bien. Oui, voilà. Donc c'est la principale cause aujourd'hui. Donc pour que l'on comprenne bien, j'ai très bien compris vos explications. Quand on dit, comme on peut l'entendre souvent, que la hausse constatée aujourd'hui au niveau des prix de certains fruits et légumes est liée, étroitement liée à la hausse, à la conjoncture liée à la hausse des prix des carburants, ce n'est pas complètement vrai. Quand des professionnels du secteur du transport nous disent que même un passage de 10 dirhams le litre de gasoil à 15 dirhams le litre de gasoil n'impacte qu'au niveau de quelques centimes le prix du kilo de certains fruits et légumes, c'est la vérité. Oui, moi je vous dis déjà le principal problème aujourd'hui, d'abord il y a des étapes. La première étape c'est avoir une production au niveau des marchés de gros. Au niveau des marchés de gros, par exemple sur la région d'Agadir, on alimente le marché de gros d'Inzgan. Sur le marché de gros, pourquoi il y a eu cette hausse des prix dernièrement? Parce qu'il y a eu une baisse de production. Après, les prix avec lesquels on trouve des prix à 15 ou 14, 13 ou 14 dirhams, 15 dirhams au niveau des marchés de Casablanca ou bien de Rabat, bien sûr, ils sont liés, ils sont impactés, ils vont être directement aussi impactés par la hausse des intrants, notamment le gasoil. Donc, il y a un impact. Mais le principal cause aujourd'hui, c'est au niveau de la production. Au niveau de la production, il y a eu des problèmes, il y a eu des vents violents. Après les conditions climatiques, il y a eu des vents violents au mois de février et il y a eu des destructions de serres, il y a eu des destructions et par la suite, cette destruction a causé aussi des maladies qui se sont encore développées au niveau de ces serres-là. Et c'est ce qui a fait que le produit est maintenant abaissé au niveau des marchés de gros. Maintenant, du marché de gros d'Agadir pour arriver à Casa, pour arriver à Tanger, pour arriver à Oujda, il y a bien sûr l'impact du gasoil, c'est sûr. Mais ça ne justifie pas que le prix soit doublé, des fois. Parce qu'on entend parler des prix de 15 dirhams. Au niveau de la région d'Agadir, il y a des prix de vente maximum à 10 dirhams. On parle de 5 à 10% de produits qui sont sur le marché. Mais il y a beaucoup de produits qui est commercialisé à 6 dirhams, 7 dirhams, 8 dirhams. Oui. C'est pour ça que je vous dis, après, vous avez bien sûr l'effet des intermédiaires pour arriver à d'autres marchés.
Donc, l'effet des intermédiaires et l'effet d'un peu Eh ben de l'impact du gasoil, justement, oui, c'est le fond du problème, si j'ose dire, c'est cette question des intermédiaires entre le producteur initial et le consommateur final. Il y a toute une chaîne logistique, des grossistes, des intermédiaires en tout genre, des distributeurs. Et oui. certains même parlent d'une amplification des prix tout au long de cette chaîne. Alors, est-ce que le problème se situe aujourd'hui véritablement dans la formation des prix au niveau de cette chaîne de distribution? Est-ce que le marché marocain fonctionne réellement de manière transparente et équilibrée? Justement, c'est une des problématiques qu'on défend toujours. Aujourd'hui, le producteur peut vendre mieux et le consommateur peut acheter à un prix meilleur que celui avec lequel il achète aujourd'hui. C'est pour ça que la normalisation et le travail sur la normalisation des marchés, on va trouver bien sûr des solutions de telle façon à ce qu'on réduise un peu cet écart. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vendre aux consommateurs directs. Il y a beaucoup de problématiques à régler. On doit travailler dessus, bien sûr, mais ce problème dont vous parlez, des intermédiaires et d'arriver de logistique, d'aller de marché en marché, bien sûr, il impacte le prix. Aujourd'hui, le producteur, il est ciblé en partie. On dit que le producteur vend très cher, alors que c'est pas vrai. Le producteur, si on prend une moyenne de vente annuelle, on prend aujourd'hui les statistiques, la moyenne de vente annuelle de octobre jusqu'à aujourd'hui, on va trouver entre 3 et 3,50 dirhams avec laquelle le producteur il vend. Ouais. Mais alors que la tomate aujourd'hui, avec les problèmes qu'il y a, avec les circonstances qu'il y a, le coût de revient est entre 4 et 5 dirhams aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que le producteur maintient la production et continue à travailler? C'est la partie export qui subventionne la partie du marché local pour qu'il reste en vie. Donc, je ne sais pas si on peut directement passer aux solutions, aux propositions, ou bien ça va venir après. Très bien. Bien, écoutez, nous allons conclure là-dessus. Merci en tout cas de nous avoir éclairé, d'avoir donné le point de vue des professionnels du secteur sur cette question de la hausse des prix des fruits et légumes. Zakaria Niche, je rappelle que vous êtes président de l'AFIFEL et que vous étiez en ligne avec nous depuis Meknès où se tient le salon de l'agriculture. D'ailleurs, votre image s'est figée pendant quelques temps. Bon, disons que ce sont les aléas des interviews à distance. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci, au revoir. Le 12-13 de Média 24 se poursuit, on se retrouve juste après ça. La suite du 12-13 de Média 24 et zoom à présent sur l'une des plus grandes success stories entrepreneuriales marocaines de ces 25 dernières années. Je parle du groupe Intelsia, parti d'un petit acteur de la relation client au début des années 2000. Le groupe est devenu une multinationale présente aujourd'hui sur 3 continents, 19 pays et avec 40 000 collaborateurs. Aujourd'hui, l'actualité d'Intelsia, c'est ce tournant capitalistique majeur. Après près de 10 ans de présence au capital, le groupe Altice s'apprête à sortir du tour de table. L'opération doit être finalisée d'ici la fin de ce mois d'avril et le groupe passera alors sous contrôle entièrement marocain, détenu par ses 2 dirigeants historiques. L'un d'eux est présent dans le studio du 12-13 et il répondra à toutes nos questions. Que signifie réellement ce retour à un capital 100% marocain? Pourquoi reprendre la main maintenant? Et surtout, quelle nouvelle étape s'ouvre pour Intelsia dans un secteur lui-même en pleine mutation sous l'effet de l'intelligence artificielle et de la transformation des métiers? On en parle avec le PDG d'Intelsia, Karim Barnossi, et l'invité de Média 24. Si Karim Barnossi, bonjour. On marche avec Maana dans le 12-13 de Média 24. Bonjour, ravi d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Marhaba bik. Aziz Boustet, toujours avec nous. Bonjour Aziz. Bonjour. Alors, la première question concerne l'actualité la plus récente du groupe que vous présidez. Avec l'autre cofondateur d'Intelsia, Youssef El Oufir, vous allez reprendre 65% du capital d'Intelsia qui était détenu jusque-là par le groupe Altice. L'annonce n'est pas récente, ça date de quelques mois, fin novembre, il me semble, 2025. Alors, fin novembre, on a déjà fait une première annonce.
On a fait un signing il y a une semaine et normalement le closing est prévu donc fin de ce mois, donc la semaine prochaine, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut avoir une date précise? Normalement le 28. Donc 28 avril, 28 avril, on devrait payer les sommes 100% disons des titres et donc les 100% des titres seront détenus par les managers, Youssouf Lafer et moi-même, mais également d'autres managers qui auront investi directement. Et on va faire participer à peu près à hauteur de 15% une centaine de directeurs au sein de l'entreprise. Très bien. Alors, pourquoi Altis s'est retiré? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est quel bilan faites-vous de cette collaboration qui a duré quand même une dizaine d'années avec le groupe Altis et surtout son PDG, Patrick Drahi? Alors, avant de parler pourquoi il y a une séparation ou pourquoi Altis s'est retiré, donc peut-être on fait un petit récap en arrière. Oui. En 2016, Altis est rentré dans le capital d'Intelsia parce que Intelsia, à ce moment-là, devenait très important dans le dispositif de SFR, qui est une filiale d'Altis. Donc, à ce moment-là, on avait gagné l'appel d'offres qui avait été lancé pour l'ensemble des acteurs. En reprenant presque 100%, on devenait très important. Et à ce moment-là, Patrick Drahi nous a sollicité, a demandé effectivement la possibilité de rentrer dans le capital parce qu'on était un dispositif important pour lui, qu'il allait prendre pour les autres filiales également du groupe Altis, telles que Portugal Télécom, Altis USA. Oui. Et à ce moment-là, donc, Altis est rentré à hauteur de 65% en rachetant les parts des autres cofondateurs à l'époque. On avait 2 autres cofondateurs qui ont vendu et un fonds d'investissement qui était de CDG Capital qui était dans le... Donc, quand Altis est rentré à 65%, Youssef et moi-même, on s'est relué. À l'époque, on avait à peu près 30%, on a pris 35% d'entreprise. Et à ce moment-là, l'entreprise faisait à peu près 4000 collaborateurs. On était 4000 collaborateurs, on faisait à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 10 ans plus tard, donc 2016, on est 40 000, presque 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, l'entreprise a été multipliée par 10 pendant cette période-là. Et donc pour moi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc pour moi, l'entrée d'Altis était salutaire. En fait, a permis à l'entreprise d'être ce qu'elle est aujourd'hui, d'être une entreprise, de passer d'une petite entreprise à une entreprise, disons, de dimension mondiale, puisqu'aujourd'hui, on est le 5e acteur européen et on est dans le top 15 mondial. Alors après, on peut se poser, si l'histoire était si belle, pourquoi à un moment donné, oui. Altis est sorti. C'est ça. Et donc, on a commencé à discuter il y a maintenant presque 2 ans, parce que Altis, en fait, le fait que Altis ait 65% de notre capital ne permettait pas à Intelsia de s'endetter pour faire sa croissance externe. Pourquoi? Parce que la dette d'Intelsia était consolidée dans les chiffres d'Altis. Et comme Altis, comme vous le savez, était super endetté, ne pouvait pas. Donc aujourd'hui, même si Intelsia n'était pas endetté, on ne pouvait pas faire de... Donc en fait, le fait qu'Altis soit dans notre capital était un frein pour le développement d'Intelsia. Et ça, Patrick l'a bien compris, a ouvert la porte, et c'est eux qui ont ouvert cette porte effectivement de sortie. Et donc, on s'est engouffré dans cette porte en disant c'était une opportunité pour nous, soit de faire entrer un fonds d'investissement, et donc de reprendre notre indépendance et de pouvoir faire cette croissance. Et c'est à ce moment-là, donc il y a 2 ans, qu'on a commencé des démarches pour trouver des investisseurs afin de reprendre notre indépendance. Très bien. Alors la prochaine question, vous avez déjà commencé à y répondre, c'est justement ce retour à un capital 100% marocain contrôlé par ses fondateurs. Ça change quoi dans la gestion quotidienne d'un groupe comme Intelsia? Vous avez parlé de la capacité de financer plus facilement le développement. Alors, mais au-delà de ça, il y a 2 choses que ça permet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Intelsia, lorsque Altis est rentré, on avait des accords qui étaient très clairs, aucune ingérence dans la gestion d'Intelsia. Et c'est pour ça qu'Intelsia a gardé, même s'ils étaient majoritaires, c'était une demande, c'était une exigence. Sinon, je remettais les clés et on leur demandait de gérer l'entreprise. Parce que c'est une entreprise qui est gérée de différentes manières. C'est pas un opérateur télécom, c'est une entreprise qui est essentiellement axée sur les people. Et donc, on voulait garder une gestion autonome et ça a été respecté. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Altis a respecté ça. On n'a eu aucune ingérence. On avait un reporting mensuel à donner qui était fait automatiquement et qu'on continue à faire. Donc, et qu'on continuera à faire avec d'autres investisseurs. Donc ça a été respecté. Et donc, ça, il n'y a pas de changement. Par contre, les changements qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le fait de reprendre à 100% le capital de l'entreprise va nous permettre de nous endetter et pour faire des acquisitions, va nous permettre de travailler avec les concurrents d'Altis. Ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau. Parce qu'auparavant, lorsqu'on était sur un marché, que ce soit en France ou au Portugal, en France, on ne pouvait pas travailler avec Orange. On ne pouvait pas travailler avec Bouygues Télécom, avec Free. Vous aviez une loyauté envers Mais non, parce Altis. que les autres ne voulaient pas donner du business à une filiale de leurs concurrents. D'accord. Donc, c'était impossible. Donc, si on allait au Portugal, on ne pouvait pas travailler avec Noche ou avec Vodafone. Donc, c'était des marchés qui étaient fermés pour nous et qui, aujourd'hui, sont ouverts. Donc, ça a changé. D'accord. Et troisième liberté que nous avons, c'est que demain, en détenant 100% du capital, demain, on peut faire
des fusions, on peut faire un swap d'actions avec une entreprise qu'on veut acheter si on n'a pas le cash, on peut tout faire, on a cette liberté, et je pense que cette liberté va permettre en tout cas à Intelsia de rentrer dans une nouvelle phase de développement, et cette phase de développement est importante pour nous au regard des challenges que nous avons sur le secteur. Très bien. Alors avant de donner la parole à Aziz, juste une question sur ce que représente et ce que fait aujourd'hui Intelsia. Il y a quelques mois ou quelques années de cela, vous disiez vouloir viser le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. On n'est pas 2025, c'est passé. Exact. 800 millions, là, Et un positionnement dans le top 10 mondial. Exact. Mais j'avais dit 1,5 milliard. Hein, 1,5 milliard. 1,5 milliard. Bon. On y est ou pas encore? Non, on n'y est pas. Aujourd'hui, alors, on n'y est pas pour. Alors, parce que pour atteindre le 1,5 milliard, il faut être clair. On ne peut pas le faire avec de la croissance organique. Donc aujourd'hui, après, on pourra parler du secteur, comment le secteur évolue, ainsi de suite. Donc ça ne peut se faire que par des acquisitions. Et comme on était freiné dans les acquisitions, comme vous le savez, comme je vous ai dit, on ne pouvait pas faire d'acquisition à cause de l'endettement on ne pouvait pas s'endetter. La dernière acquisition, juste pour la petite histoire, a été faite en 2021. En 2021, on a racheté une entreprise espagnole qui s'appelle Unisono, qui faisait à peu près 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8000 personnes, présence en Espagne, en Colombie, au Chili. Et donc, cette entreprise, nous l'avons fait cette acquisition grâce à un endettement qui a été donné par le groupe Altice et qui nous a permis de faire cette acquisition. Après, on ne pouvait plus s'endetter. Donc, si on veut atteindre le 1,5 milliard, on veut aller atteindre de nouveaux marchés parce qu'aujourd'hui, notre présence est importante. On va parler rapidement, mais notre présence est surtout européenne. On est présent sur les marchés. Quand on parle de marché, on parle des clients. Là où sont les clients? Marché francophone, on est numéro 3. Marché portugais, on est numéro 2. Et le marché espagnol, on est numéro 4. Donc, on est sur le marché européen, on est numéro 5. Donc, on est très fort sur ce marché. Par contre, on n'est pas présent sur le marché US. On est tout petit. On a quelques clients aux États-Unis qu'on produit en Égypte, en République dominicaine, mais on est tout petit. On n'est pas présent sur le marché UK, qui est un gros marché. Le marché allemand, on n'est pas présent. Donc, si on veut demain être un acteur global, il y a 2 axes sur lesquels on travaille. Diversification des marchés. Donc, il faut être présent aux US avec une vraie présence aux US. Il faut être en UK, il faut avoir des équipes là-bas. Il faut être en Allemagne. Et donc, ça va passer par des acquisitions parce qu'on va pas mettre des Marocains, on va pas envoyer des gens d'Europe aux États-Unis. Il faut qu'on ait des gens qui sont natifs là-bas, des locaux. Donc, premier axe de la stratégie de développement, c'est cette expansion géographique. Et donc, ça se fera que par des acquisitions. Et le deuxième axe, c'est la diversification des métiers. Nous, en tant qu'entreprise, on est passé d'un petit call center en 2005 à une entreprise de service. Aujourd'hui, Intelsia est une entreprise de 40 000 collaborateurs qui est une entreprise de service. On a du CX qui représente 90%, un peu plus de 90%. CX, c'est tout ce qui est Customer Experience. Mais on a développé à partir de 2019 toute la partie Intelsia Tech. Aujourd'hui, c'est de l'IT. Donc, où on met à disposition des ingénieurs, des ingénieurs qui font du développement software, qui peuvent faire aussi de la supervision d'infrastructures dans tout ce qui est infra. Et sur cette partie-là, on a à peu près 800 ingénieurs. Aujourd'hui, on a commencé en 2019. Je pense qu'on est une des premières entreprises marocaines dans la partie IT. Donc, il y a aussi là, une possibilité de développement qui est importante et qu'on va prendre. Et en même temps, regarder les autres métiers que nous pouvons avoir, qui sont des métiers autour de la finance, des métiers autour des RH. Et donc, de telle sorte à ce que demain, Intelsia soit une vraie entreprise de service, avec une particularité qui est notre ancrage africain. Aujourd'hui, sur les 40 000 personnes que nous avons, 20 000 sont en Afrique. Et donc ça, c'est important pour nous et on veut continuer on veut avoir cette particularité, en tout cas, dans le secteur. On va en venir à l'avenir et au développement des activités du groupe et surtout avec l'IA qui transforme et chamboule certains métiers, mais je donne la parole à Aziz avant de poursuivre la discussion. Oui, finalement, c'est à quoi servi, si je comprends bien, Altice a servi à Intelsia une sorte d'ouverture de porte vers l'Europe, si j'ai bien compris. Parce que ce que vous en dites, c'est que il y a eu plus de freins, de restrictions avec Altice que de véritables... Non, c'est pas une nouvelle. On était déjà ouvert à l'Europe, puisqu'avant, on adressait le marché français. Quand ils sont rentrés en 2016, on a adressé que le marché français. Qu'est-ce qu'ils nous ont permis? Ils nous ont permis d'être très forts sur le marché français, puisque juste sur le client SFR, où nous avions, avant la transaction, on avait 500 personnes pour SFR, on est monté jusqu'à 9000 à un moment donné pour SFR. Donc, juste sur ce marché-là, marché français, ils nous ont permis de grossir de manière importante et d'avoir des grosses opérations. Et cette croissance importante nous a permis d'ouvrir rapidement des sites en Afrique. Donc, si j'avais pas eu SFR, j'aurais pas ouvert au Sénégal, j'aurais pas ouvert au Cameroun, j'aurais pas ouvert en Côte d'Ivoire. Donc, ils m'ont permis, avec cet afflux de business, d'ouvrir des localisations que j'aurais pas fait auparavant. Deuxième
disons, avantage que nous avons eu, c'est l'ouverture vers le marché international, puisqu'ils nous ont ouvert le Portugal et les États-Unis. Portugal Télécom, on est parti de zéro. Quand on a commencé au Portugal, on n'avait personne. 0 personne en 2019, on a 7000 personnes aujourd'hui. Donc, ils nous ont donné tout le business et nous, après, on a développé d'autres clients, ainsi de suite. Et les États-Unis de la même manière. Donc, clairement, aujourd'hui, ils ont permis à l'entreprise de prendre une autre dimension, on va dire comme ça. Donc, par l'apport de clients, par l'apport effectivement d'activités. Donc ça, ils ont pas mis d'argent. Et donc l'argent qu'ils ont mis, c'est juste la dette que nous avons pris chez eux pour faire une acquisition. Mais le gros avantage que nous avons eu d'Altis, c'est effectivement cet apport de clients. Et eux ont eu aussi un avantage puisque le fait de travailler avec nous, ils ont diminué de manière très importante les coûts de leurs services clients. À titre d'exemple, par exemple, SFR, lorsqu'on est rentré, faisait, bon, je vais pas donner les chiffres exacts, mais avait un coût du service client qui était de 100. Ben aujourd'hui, ils ont un coût de service client qui est de 40, mais en ayant une meilleure qualité. Donc ils ont gagné en haut. Alors, pour l'expansion, aussi, vous avez parlé de croissance organique, mais vous avez aussi parlé de tout ce qui est expansion internationale. Vous avez parlé d'Europe, vous avez parlé d'Afrique, donc maintenant. Mais d'Afrique francophone, et puis les Américains, chouïa. Dans votre expansion, est-ce qu'il y a quelque part une aide, ou un soutien, ou un accompagnement, ou un encouragement de l'État marocain pour aider cette grosse entreprise qui est dans le top 15 mondial, qui est dans le milliard d'euros, qui est... Honnêtement, on n'en a pas besoin. On a aujourd'hui le plan d'émergence qui a été fait en 2007 et qui a été revu, était un plan qui a permis à des acteurs comme nous d'émerger. Et qui a permis aussi à des acteurs internationaux de venir et a fait que le Maroc est un hub international de qualité. Donc, on a eu des aides au niveau de la formation, on a eu des aides au niveau fiscal, on a eu des aides donc il y a eu la fiscalité et au niveau des infrastructures. Donc, il y a eu trois blocs, si on peut revenir rapidement sur les trois blocs. Le bloc des infras aujourd'hui, il y a eu Kazan-Irshor, il y a eu Rabat Technopolis et qui a permis, en fait, c'était un catalyseur, ça a insufflé effectivement et ça a permis des gens de venir. Mais aujourd'hui, on n'en bénéficie plus. Ensuite, il y a eu les aides au niveau de la formation. Donc, on en bénéficie encore. Aujourd'hui, lorsque vous formez quelqu'un, vous avez des aides. Le dispositif est un peu complexe, mais on en bénéficie. Et il y a les aides fiscales qui effectivement étaient les 0% pendant 5 ans quand vous êtes à l'export, qui est également le fait d'avoir un IR qui a baissé. Donc, tout ce dispositif, quand il a été laissé en 2007 et revu ensuite dans les années 2010, un peu plus 2015, a permis l'émergence d'acteurs comme nous et a permis aux leaders mondiaux de venir au Maroc. Maintenant, pour une entreprise comme la nôtre qui va à l'international, de quoi on a besoin? Aujourd'hui, l'État ne peut pas, on va pas demander des fonds à l'État pour faire une acquisition. Pourquoi ils vont donner une telle, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir beaucoup plus de flexibilité par rapport à l'office d'échange, de telle sorte à sortir les fonds, de telle sorte à être international, de telle sorte à avoir des salariés qui sont internationaux, et ça, effectivement, on travaille avec l'office d'échange, on les a sensibilisés, on a aujourd'hui une écoute qui est active. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour que Intelsia devienne international, il faut juste qu'on fasse notre travail. Avant j'ai la question d'ordre pédagogique, justement. Sur ce point, j'avais juste une question à lui poser sur le plan de... Après, je te redonne la parole. Sur le plan de développement, justement, d'Intelsia à l'international, bon, c'est une grosse partie de la stratégie globale du groupe aujourd'hui. Vous êtes présent en Afrique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et également. Quels sont les marchés, de votre point de vue, les plus stratégiques pour le groupe Intelsia, ou est-ce qu'il y a une géographie en particulier qui est prioritaire? Alors, pour l'éducation et pour que les gens comprennent, il y a deux aspects qu'il faut comprendre. Il y a là où sont les clients et là où on produit. D'accord? On produit là où il y a les ressources humaines, où c'est le moins cher. Pour faire simple, où on emmène de l'emploi. Et donc, l'Afrique, pour nous, c'est notre priorité. Donc, on peut aller en Inde, on peut aller aux Philippines, parce que vous êtes l'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique kulla. Francophone et anglophone. Aujourd'hui, on veut garder cet ancrage africain. Pour nous, c'est important. Francophone et anglophone. Anglophone. Aujourd'hui, par exemple, on est présent sur l'Afrique anglophone en Égypte. Aujourd'hui, en Égypte, on produit pour le marché américain. On a aujourd'hui 3000 personnes en Égypte. Et la qualité des ressources humaines, disons, la maîtrise de la langue anglaise en particulier est au top. Donc, je préfère être en Égypte plutôt qu'aller au loin, aux Philippines ou aller en Inde. Et donc, demain, si on veut, doubler nos effectifs et ne pas rester qu'en Égypte, parce un client, on peut pas le mettre que sur une localité. Il faut qu'à un moment donné, on gère le risque. Donc, si on devait aller dans un autre pays, on peut envisager le Ghana, on peut envisager le Kenya, pour la partie anglophone. Sur la partie francophone, j'ai ce qu'il faut.
au Maroc, on est en Tunisie, on est au Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, et on est à Madagascar et à Maurice. Donc sur le francophone, on a tout le dispositif, toutes les, disons, les niveaux de prix ou le niveau de coût qui permet à l'entreprise d'être très compétitive. Donc pour revenir à votre question, là où on produit. Mais la question que vous posez, c'est beaucoup plus, et ce qui est le plus important, c'est là où on va chercher les marchés. Parce que c'est là, les clients. Donc aujourd'hui, on est très fort sur le marché français, sur le marché espagnol, le marché portugais. Le marché international américain, on est tout petit, on a 2-3 clients, donc c'est pas grand-chose. Donc aujourd'hui, s'il y a une priorité, c'est les US si on veut être un acteur mondial, parce que c'est le gros du marché, c'est là où il y a toutes les innovations, et ainsi de suite. C'est le marché UK et le marché allemand pour la partie européenne, qui sont importants sur lesquels nous ne sommes pas. Et éventuellement, on regarde le marché GCC, qui pour nous, en dehors de la guerre qu'il y a en ce moment, mais qui est un marché émergent. Donc aujourd'hui, vraiment, les priorités. Donc ça, c'est les priorités que nous avons au niveau des marchés. Et ensuite, au niveau des métiers dont je parlais tout à l'heure, c'est d'essayer de diversifier les métiers. Mais comment vous comptez renforcer votre présence sur le marché américain et sur le marché UK? Par des acquisitions. Très bien. On peut pas le faire en greenfield, parce que le greenfield, vous allez mettre, je sais pas combien de temps, d'aller comme ça marche. Ça prend beaucoup de temps. Des boîtes déjà établies sur ce marché-là et développées. Je reviens, alors ça va reprendre la discussion concernant l'IA. Le fait que l'IA aujourd'hui touche le marché, vous avez vu que les valorisations de notre secteur ont baissé. Oui. Et donc pour nous, on le voit beaucoup plus comme une opportunité d'acquisition. D'accord? Quand après, avec le khalaïr, avec 2, où les gens vont être un peu plus à l'aise, les valos vont remonter. Donc nous, aujourd'hui, la stratégie que nous avons, c'est d'utiliser cette fenêtre que nous avons pour faire des acquisitions qui sont... Alors, il y a des acquisitions qui sont beaucoup plus opportunistes, et je ne veux pas en parler sur des marchés où on est déjà peut-être pour consolider un peu notre présence, mais on pourra aller sur des marchés avec des valorisations moindres, et demain, lorsqu'on sera valorisé, quand le hype, l'IA passera, et on passera à des valorisations importantes, ben ça créera de la valeur. C'est une hype. C'est une vague et un changement qui est clair et qui va avec pas de retour, d'accord? Donc ça, on est d'accord. Mais la crainte qu'il y a sur notre secteur, pour moi, est conjoncturelle. Elle n'est pas structurelle. D'accord? Aujourd'hui, la crainte, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, il y a eu des valorisations sur des boîtes de notre secteur qui ont chuté, qui ont été divisées par 4, qui ont fait que tout le monde a peur de ce secteur-là en disant que le premier secteur qui va être touché, c'est le secteur de l'outsourcing, parce que on va pouvoir remplacer les agents par de l'IA. C'est pas le cas. Là, ce que nous y disons, c'est que on va passer d'un agent normal à un agent augmenté. C'est-à-dire que l'IA va permettre à l'agent d'être plus productif. C'est-à-dire qu'on aura besoin de moins de monde pour faire le même travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de travail. Ça veut dire qu'il y aura de nouveaux secteurs qu'on va adresser. Regardez, je vous donne un exemple. Du point de vue, c'est intéressant. Là, du point de vue de la main-d'œuvre, du point de vue du personnel. C'est encore plus intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que quand on a commencé les centres d'appel en 2000, on l'a fait pour le renseignement téléphonique. On n'en fait plus. Pourtant, le renseignement téléphonique a disparu. On fait de la croissance. Ouais. Il faut rester dans la même logique. Aujourd'hui, quand vous avez un client, un gros client qui vous donne, par exemple, 300, 400 personnes qui travaillent sur ce client, l'objectif, c'est pas de grossir. L'objectif, quand les gens appellent, c'est qu'il y a un problème. Donc, généralement, un gros client baisse, naturellement, qu'il y ait IA ou pas IA. D'accord? Il baisse, et donc ça, c'est la logique, parce que les systèmes d'information sont plus... Il laisse assez bon, excusez-moi, je vous coupe. Adil va vouloir aller sur l'IA. Exactement. Tu as tout compris. Alors, avant d'aller sur l'IA, avant de mettre le détail de l'IA, je vais vous laisser tous les deux. Moi, je voudrais revenir sur cette question d'expansion internationale. Vous avez utilisé 3 ou 4 fois le terme khala'a. Alors, nous sommes dans un environnement international, pour le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il est mouvant, c'est qu'il est incertain, c'est qu'il est complètement fou, quoi, en ce moment. Est-ce que dans votre prise de décision, je vous vois sourire, que ce soit dans notre continent, sur notre continent africain, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans le Golfe, comment vous pondérez ou comment vous calculez ces risques? Parce que finalement, il n'y a rien qui est calculable, il n'y a rien qui est prévisible. Est-ce que le risque géopolitique est pris en compte? Alors, on va pas aller dans un endroit où il peut y avoir une guerre, où ça explose. On est bien d'accord. Mais quand vous faites une acquisition, vous prenez un risque. Vous prenez des risques tout le temps. Toutes les acquisitions que nous avons faites depuis 2010, la première acquisition que nous avons faite en 2010, c'était un risque. Un risque pourquoi? Parce que cette première acquisition, il y a un seul client. Vous perdez le client, alors vous avez tout perdu. Exactement. Après, on a pris des entreprises qui étaient presque en redressement. On a pris ce risque-là et on les a redressées. Donc, et on a pris aussi un risque. En 2021, lorsqu'on rachète la boîte espagnole, c'était pendant le Covid. On a vu ni client, ni infrastructure, ni people. Et on a pris une boîte de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, rien qu'avec les visioconférences, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'était risque.
Ensuite, il faut faire que ces risques soient transformés en opportunités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est votre travail. Zama, quand tu fais une acquisition. C'est très chinois, ça. Zama, après, tu fais ce qu'il faut pour que ça marche. D'abord, ce qui se passe, c'est que il faut pas, alors je dis souvent, il faut pas avoir peur de perdre ce qu'on a construit. D'abord, le problème, quand tu au salté à un certain niveau, tu as peur de perdre, ça fait que tu te bloques. D'accord? Donc, et aujourd'hui, pour moi, sortir par le haut, c'est grandir. Si on ne le fait pas, on est mort. Donc, pour moi, c'est une question de survie. Donc, pour moi, le risque, je le vois pas. Je vois beaucoup plus le risque de ne rien faire. Le risque de ne rien faire, pour moi, est encore beaucoup plus grand. Donc, effectivement, il faut prendre, et il faut embarquer avec toi les équipes. Il faut embarquer les équipes en expliquant pourquoi on fait ça. Et en même temps, quand vous faites une acquisition, pour moi, le plus important, c'est d'identifier les clients et de voir l'équipe qui va rejoindre le groupe. Parce que j'ai pas envie qu'une acquisition se transforme en cauchemar. Et le cauchemar, c'est quand il n'y a pas de fit entre les équipes et tout. Donc, quand il y a le fit, et après, vous faites de sorte à ce que les équipes travaillent ensemble, que ça soit de la création de valeur au Z ou Z. Donc, pour revenir à vous, les risques, bien sûr, il y en a partout. Souvent, on nous prend un peu pour des kamikazes, mais c'est pas kamikaze, c'est une question de survie. Des risques calculés aussi. Alors, venons-en à l'IA. Vous avez commencé à en parler. Et si j'ai bien compris dans votre esprit, l'IA pour Intelsia et pour vos métiers et votre secteur, c'est tout sauf un risque majeur. Au contraire, ça va transformer la manière de faire. Voilà, très bien. Un challenge. Mais pour le Maroc, pour un marché comme le marché marocain, c'est vrai que le modèle de l'outsourcing reposait essentiellement sur l'avantage coût et la disponibilité de la ressource humaine. Est-ce qu'avec l'IA, cette logique n'est pas en train de s'effacer un petit peu au profit d'une logique de valeur, de spécialisation et de technologie qu'on n'a pas aujourd'hui? Là, je serais un peu plus mesuré. C'est-à-dire que si je vous parle d'Intelsia, vous allez tout de suite pouvoir le transférer sur le secteur. Intelsia, quand on a des clients, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gros clients baissent. Et en adjoignant de l'IA, on va être plus productif, donc on va baisser plus. Donc finalement, nous, ce qu'on dit, c'est que l'agent, les actes simples vont se transformer, vont être plus automatisés, et donc le travail de l'agent sera plus forte valeur ajoutée. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que le travail de l'agent sera il va monter dans la gamme. Deuxième chose, c'est qu'auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? En tant qu'outsourceur, on vendait du temps. Quand quelqu'un venait, un donneur d'ordre venait, il te disait, bon, moi, tu vas me faire tant de milliers d'appels par mois. Les milliers d'appels, c'est 3 minutes l'appel au Léché-Haja. Il va te calculer combien il te faut de gens par rapport aux courbes. Il te dit, il me faut 100 personnes. Et donc, quand il te fait les calculs, il fait exactement tes coûts. Il fait exactement, il négocie avec toi ta marge. Maintenant, ça se transforme. Maintenant, ce qu'on va vendre, c'est plus que du temps. On vend du temps et de la techno. Ce qui fait qu'on pourra plus savoir combien tu as rentré de techno. Et donc, forcément, les outsourceurs feront plus de marge. Lorsqu'ils embrasseront l'IA, ils la mettront dans leur dispositif. On fera plus de marge. On paiera mieux nos agents. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Tout le monde pourra pas sortir. Et on sera plus productif pour le client. Il y aura forcément moins d'agents. Il y aura moins d'agents. Par contre, alors, à isopérimètre, moins d'agents. Donc ça, il ne faut pas rêver. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va diviser par deux les agents, entre le moment... Et pour que l'IA soit hyper performante, il faut que les systèmes d'information soient fluides. Aujourd'hui, vous connaissez les grands groupes, un homme des systèmes d'information hétérogènes. Est-ce que vous pensez que les différents systèmes d'information, est-ce que la data, elle est propre? Est-ce que les systèmes communicants? Là, c'est très... Quand on commence d'une page blanche, c'est très facile de faire. Mais d'aller dans des systèmes, dans la legacy des systèmes et aller faire cette IA et qu'elle soit performante, très compliqué. Beaucoup de projets, 90% de projets d'IA n'aboutissent pas. À cause de ça, parce que les systèmes ne fonctionnent pas. Donc, alors, j'ai répondu à la question, à isopérimètre, ça baisse. Alors, ça baissera plus important quand les systèmes seront plus performants. Par contre, j'ai pas parlé disons, tous les axes sur lesquels ils ne sont pas adressés. Lesquels? Aujourd'hui, vous avez sur le marché, par exemple, français, vous avez ceux qui sont outsourcés représentent peut-être 40%. Il y a 60% qui ne sont pas outsourcés. Il y a beaucoup de carve-out. Il y a des opportunités qui vont se créer. Il y a des secteurs qui étaient très réfractaires à l'outsourcing, comme les systèmes bancaires financiers, parce que pour les questions de sécurité, il commence à y avoir beaucoup plus de compétition. Ils vont commencer à externaliser, à cause de l'IA aussi qui rentre,
Et donc tout ça pour nous c'est des relais de croissance qui fait que avec le gâteau qui est là qui va baisser, ben il y aura d'autres parts de gâteau qui vont Non, mais arriver. au-delà des relais de croissance pour un groupe comme Intelsia, moi ce qui m'intéresse dans cette et ça dépasse effectivement le simple cadre du groupe que vous présidez. Après j'ai parlé du Maroc. Après je vais D'abord on va parler tout de suite parce que c'est ça qui m'intéresse. Pour un pays comme le Maroc, j'entends tout ce que vous dites. Des métiers vont disparaître, ça a toujours été le cas, d'autres vont émerger, mais ça il y a aucun souci là-dessus. Mais pour un pays comme le Maroc, vous le savez très bien, l'outsourcing emploie des dizaines voire des centaines de milliers de personnes. Donc le risque majeur qui est souvent évoqué quand on parle du marché local, c'est d'avoir un impact très négatif sur le taux d'employabilité des jeunes, notamment des jeunes, grâce au secteur de l'outsourcing. D'abord, je n'aurais dit, tu vas reculer lui, tu peux pas. D'abord, aujourd'hui, aujourd'hui, à nous, que ça soit l'entreprise, que ça soit le Maroc, de faire face à ces changements. C'est ça la question. Comment? Comment on fait alors, pour une entreprise, c'est intégrer l'IA dans nos dispositifs. Aujourd'hui, on l'intègre. Donc, aujourd'hui, on a fait une acculturation de l'ensemble de l'entreprise pour que tout le monde utilise l'IA. Pour que ça soit une opportunité, non pas, on va pas commencer à se freiner. Vous pouvez nous donner des exemples concrets, ça m'intéresse. Comment vous intégrez au quotidien l'IA? Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, il faut former tout le monde à utiliser l'IA. Donc, qui sache qu'est-ce que c'est que Claude, qu'est-ce que c'est que ChatGPT, comment on l'utilise. Là, on utilise Gemini, ou Zid. Comment tu peux l'utiliser pour la data, comment tu peux l'utiliser pour tes mails. Ensuite, là, on travaille dans un projet de transformation de l'entreprise pour passer à une entreprise augmentée. C'est quoi une entreprise augmentée? C'est aujourd'hui intégrer l'IA dans nos process de recrutement. Intégrer l'IA pour faire de la compta. Intégrer l'IA dans nos process, mais pas pour nos clients. D'abord, nous, en tant que tel, comment on l'utilise pour traiter nos données, comment on l'utilise pour faire tout ce qui est planification. Donc, au lieu d'avoir 100 personnes pour faire de la planification, je donne un exemple, ou aujourd'hui pour la qualité. Auparavant, on faisait du contrôle qualité. Il faisait un pick-up de 10% des appels. Aujourd'hui, on écoute tout. Aujourd'hui, l'IA, elle écoute tout. Elle te fait voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà les causes, pourquoi il y a telle chose. Donc, tu vois la puissance que tu as, et donc tu formes mieux tes agents. On introduit l'IA pour la formation. On peut, avec l'IA, simuler des vrais appels dans lesquels les gens, avec des vrais dispositifs. Donc, tout cette IA, il faut l'intégrer. Donc, former les gens, l'intégrer dans nos process, et demain être une vraie entreprise augmentée, et de pouvoir effectivement proposer, être agile et proposer. Donc, d'abord, il faut l'intégrer dans nos dispositifs. 2, il faut le mettre dans les opérations de nos clients. Parce que demain, si nous, on ne le propose pas aux clients, on dit j'ai un concurrent, il va faire la même chose. Donc, on est obligé d'investir aujourd'hui au sein d'Intelsia. On a toute une équipe qui s'appelle Evolutiona, qui sont les consultants internes que nous avons, qui vont travailler avec les clients pour voir leur cas d'usage, ou des cas d'usage d'IA dans leurs opérations pour que on améliore la productivité, on améliore la qualité, on améliore les ventes qu'ils font, on améliore tout le dispositif. Ce sera la dernière question. Dernière? Oui, le temps passe très vite, mais on doit conclure. L'avant-dernière, mais ça va être très rapidement. Et j'ai pas répondu pour le Maroc. Et pour le Maroc, alors j'ai parlé pour l'entreprise. Pour le Maroc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on ait des acteurs en fait, pour le Maroc aujourd'hui, on a une jeunesse qui travaille, on a des gens qui sont bien formés. Donc, on peut agir sur la formation pour qu'on soit encore plus au top, intégrer l'IA dans les dispositifs de formation. Il faut mettre plus de langues pour que demain, on n'adresse plus que le marché francophone. Il faut qu'on adresse l'ensemble des marchés. Mais pour moi, il faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on fasse faire face à cela en formant les gens, en prenant les bons paris sur les différents secteurs sur lesquels on veut investir. Et je n'ai pas aujourd'hui, encore une fois, d'inquiétude sur notre capacité à nous transformer. Aziz. Alors, moi, c'est la dernière question. Oui, voilà. La dernière question, on va sortir d'Intelsia, on va pas vraiment sortir. Quand on voit la trajectoire que vous avez accomplie en un quart de siècle, quand on voit votre passion, votre engagement, votre maîtrise de tout ça, à quoi c'est dû finalement? Bon, on vous voit, on connaît le personnage, on connaît Khalil Mbarnossi. Est-ce que c'est la vision de départ, la capacité d'exécution, la capacité ou la faculté de prendre un risque, ou alors la chance? Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à nos entrepreneurs, pas forcément jeunes, on va pas faire du jeunisme pour tout ça. De manière, un jeune peut pas faire tout ça parce que on n'est pas très jeune. Si, même les jeunes, parce que justement les jeunes ont besoin de mentors et de retour d'expérience. Voilà, on a eu pas mal d'entrepreneurs ici à ce plateau, et c'est toujours la même question. Comment faire?
Comment on devient un vrai entrepreneur? J'aime bien le sourire prétentieux de dire زعما كل واحد عنده sa trajectoire et tout le monde a son moteur. Mon moteur c'était la liberté. Je me suis mis entrepreneur parce que je voulais être libre. Donc moi j'ai fait le public, j'ai fait le semi-public, j'ai un parcours et donc forcément c'est cette liberté qui et ensuite c'est le fait de cette fierté de pouvoir disons en ayant une carrière internationale, j'ai vu la position que le Maroc avait et je me suis dit pourquoi ne pas avoir une entreprise marocaine qui soit un exemple de pour le reste. Commencer par le secteur public ou par le secteur privé, apprendre à acquérir de l'expérience et puis y aller. C'est d'être dans l'excellence, d'être exemplaire d'abord chez soi, donc dans ton entreprise, être exemplaire en termes de comportement, en termes de valeurs, et essayer de porter ces valeurs à l'extérieur, vers ses clients et ensuite en tant qu'entreprise. Moi, aujourd'hui, je rêve de faire de cette entreprise un des leaders. Aujourd'hui, je veux pas prendre le fruit de ce qu'on a fait sur les 20 ans, parce que si je le prends et j'arrête, Zama, franchement, et après, Zama, on va dire quoi? On va vendre l'entreprise et tous ces efforts pour rien. Donc pour moi, je repars pour 10 ans, 15 ans pour en faire vraiment quelque chose qui dure. Si aujourd'hui j'ai fait des efforts pendant 20 ans, c'est pas pour le voir disparaître, c'est pour pouvoir avoir quelque chose qui perdure. Et aujourd'hui, le seul conseil que je donne, c'est aujourd'hui tous les efforts doivent être faits pour qu'on crée des choses qui restent et qui soient transmis aux générations de demain et pour qu'elles continuent à faire évoluer ce Maroc de demain qu'on veut aussi fier que nous voulons, qu'il soit de demain. Très bien. Nous allons conclure là-dessus. Merci beaucoup Karim Bornossi. Je rappelle que vous êtes PDG d'Intelcel. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et je vous dis à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci, c'est gentil. Merci. Le 12-13 de Média 24 se poursuit. On se retrouve juste après cette petite pause avec Aziz Bousta. À tout de suite. Suite et fin du 12-13 de Média 24 et on passe à la chronique hebdomadaire signée Aziz Bousta. Alors Aziz, quels sont les thèmes ou les sujets qui ont attiré ton attention cette semaine? Il y en a 3. Tafqna sur le fait de faire 3. Mais on va commencer par, à tout seigneur, tout honneur, le bilan du chef du gouvernement. On commence. Donc c'est fini, le mandat est fini, ou l'a presque fini, le mandat tire à sa fin et tire aussi les marrons du feu. C'est son chef Aziz Akhnouch qui était à la manœuvre la semaine dernière au Parlement dans un exercice démocratique, tu le sais, avec lequel il est toujours aussi peu à l'aise. Donc côté forme, on a déjà passé, on connaît une longue litanie de chiffres, une vigoureuse autosatisfaction et des attaques ici et là contre celui-ci et celui-là. Bon, ça a duré 1h30 ou là 1 heure, là, comme ça. Quand les opposants, eux, évoquent le bilan, par honnêteté intellectuelle, ils disent pas que rien n'a été fait parce que c'est impensable. Un gouvernement, pendant 5 ans, il fait des choses. Aziz Akhnouch, lui, n'a pas eu cette humilité. Il dit que tout va bien, très bien même. Alors, qu'on en juge, Aziz? En 5 ans, réduction du déficit public de 7 à 3,5, croissance moyenne de 4%, investissement public porté à 340 milliards, généralisation de la protection sociale, l'éducation, bref. Tout marche bien. L'opposition, elle, crie à la supercherie. Elle dit à qui veut l'entendre que le bilan est surdopé, que la mariée est trop belle, chômage à 13%, forte augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, conflit d'intérêts tombant en grappe. Et puis, si Akhnouch a eu cette vérité géopolitique assez étrange, parce que décisive sur la guerre au Moyen-Orient. Voilà ce qu'il a dit, je le cite. Cette crise n'est pas comme les autres, elle va durer, Inch'Allah, 3 mois, et les choses reviendront à la normale. Et si l'essence est aujourd'hui à 15 dirhams, eh ben, le prix a été à 16 ou 17 dirhams par le passé, puis il est redescendu à 10. Fin de citation. S'il connaît cette crise qui va durer 3 mois au Moyen-Orient, c'est qu'il doit avoir des échanges quotidiens avec Trump ou la Khamenei. Alors, pour revenir au bilan, qui soutient ce bilan? Bien évidemment, celui qui le porte, Akhnouch, et le parti qui le supporte, le RNI. Les 2 autres partis de la majorité, sentant le vent tourner et l'urne approcher à grands pas, se taisent ou parlent peu, restent neutres ou défendent peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont prudents. Au PMI. Ils ont un avenir devant eux. Du moins, ils le pensent-ils, du moins, l'espèrent-ils. Alors, réponse le 23/9, jour du solstice d'automne, jour de l'équilibre parfait entre le jour et la nuit, peut-être le jour d'une transition entre une nuit politique et qui serait un jour, peut-être, comprenne qui voudra. Avant de passer à la deuxième actualité, moi, ce qui m'a interpellé dans cette séquence dite du bilan, c'est cet échange, pour le moins tendu et houleux, entre le député pégidiste Abdallah Bouano et le président de la Chambre des représentants,
c'est Rachid Talbi Al-Alami. Alors, C'était intense et bon, l'opposition, elle est dans son rôle de s'opposer au bilan présenté par le chef du gouvernement. Mais il me semble qu'il y a des limites à ne pas dépasser. De mon point de vue, c'est Abdallah Bouanou les a peut-être, je dis bien peut-être, un peu dépassés cette semaine. Je te vois bien prudent. En fait, de ton point de vue, du point de vue de tout le monde et surtout des constitutionnalistes, je pense que c'était un moment constitutionnel important. Le chef du gouvernement se présente devant la représentation parlementaire nationale pour présenter son bilan. Après, il y a la réponse des chefs de groupe, dont Abdallah Bouanou, qui est le chef du groupement, parce que c'est pas un groupe parlementaire, c'est un groupement parlementaire. J'ai eu l'impression, quand il a brandi son livre, que Rachid Talbi Al-Alami lui a dit « Tu n'as pas le droit de brandir un livre comme ça, à moins que ce ne soit un travail parlementaire ». Bouanou a eu une réponse qui ne respectait ni la séance, ni la solennité de la séance, ni le président de la Chambre des représentants, qui est le président de la Chambre des représentants. À croire que c'était prémédité. C'était en fait une prise d'otage. Quand il lui dit واش عندك مشكلة مع المجموعة لا ما تقول لي شنو هي المشكلة. Bien sûr qu'ils ont des problèmes entre le RNI et le PJD, mais on ne prend pas en otage une séance solennelle pour régler des comptes partisans et des comptes politiciens. Il y a ce qu'on appelle, à Sibouanou, si nous entend, il y a ce qu'on appelle l'élégance, il y a ce qu'on appelle la courtoisie. Comment un parti... Les règles de bonne séance. Les règles de bienséance. Comment un parti, le PJD, peut avoir deux dirigeants aussi antinomiques l'un de l'autre, comme Azami Drissi qu'on a eu la semaine dernière ici. Oui. Correct, élégant, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, c'est notre histoire, et un Bouanou qui crie comme ça. Même s'il a mal pris quand j'ai parlé de démagogie, parfois il est dans son rôle, mais il a mal pris courtoisement. S'il y avait Bouanou aussi, t'aurais engolé. Deuxième actualité. Pedro Sanchez versus Netanyahu. De l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, criait Danton à la Convention française après la Révolution. La réflexion peut s'appliquer à un homme qui ne partage pas ses vertus ni son talent, qui ne partage rien avec Danton d'ailleurs, et c'est Netanyahou. Qu'est-ce qui s'est passé? Une plainte est déposée par des Israéliens contre le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez auprès devine qui? Eh bien, la CPI, la Cour pénale internationale. Voilà. Il y a un organisme israélien qui même CPI qui poursuit Netanyahou pour... Pourquoi? Pour avoir facilité. Donc, là, pour avoir facilité, Pedro Sanchez est supposé avoir facilité ou autorisé des exportations de technologies ou de biens vers l'Iran, contribuant ainsi indirectement au financement ou aux capacités militaires d'un État ennemi d'Israël, dit Israël. Et on est prié de le croire, sous peine de blocage de compte bancaire, comme ça se passe pour les juges de la CPI. Alors, celle-là, il fallait l'oser, parce qu'en réalité, c'est pas Benjamin Netanyahu qui a déposé la plainte à la CPI. Je le vois mal aller déposer la plainte à la CPI, où il restera un peu plus longtemps que prévu. Parce qu'il est lui-même instamment requis par cette même cour. Non, c'est un machin qui lui est inféodé, une association qui s'appelle, l'organisme qui s'appelle Shurat Hadin ou la Hadin. Mais Netanyahu n'est pas une audace près. Face et suite aux critiques de Sanchez sur sa politique à Gaza, qui ressemble beaucoup à un génocide, le dirigeant israélien accuse Pedro Sanchez de menaces génocidaires. Ça met, ils osent tout, contre Israël. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Sauf que ça passe pas. Mais alors là, pas du tout. Pedro Sanchez, grand d'Espagne, comme on les appelle, commence de plus en plus, et par de plus en plus de monde, à être considéré comme un grand d'Europe. C'est vrai que croiser le fer avec des messieurs, des énergumènes comme Netanyahou, ces deux sinistres hurleurs que sont Smotrich et Ben-Gvir, vous donne des ailes en politique, en Espagne, en Europe et même dans le monde entier ou presque. C'est vrai que sur cette récente séquence, l'attitude et la politique de l'Espagne sur cette question précisément, elle est... Force le respect. Force le respect et l'admiration, c'est vrai. Voilà. Troisième actualité, Aziz. Alors, l'insolite. Ça fait 2 fois qu'on le fait, on le fera la 3e, la 4e et la 5e fois. Alors, pendant plus de 2 siècles, on va rigoler un peu, pendant plus de 2 siècles, Paris vivait sereinement sous le règne d'une règle tellement improbable qu'on pourrait croire à une blague administrative. C'en est une d'ailleurs. Une femme ne pouvait officiellement porter un pantalon dans la capitale française sans autorisation policière. Ah ouais? Eh oui. C'est une règle qui remonte à un décret de 1800, à une époque où l'administration estimait sérieusement que la liberté vestimentaire devait être réglementée au centimètre de tissu près. On y est encore, avec ces histoires de voile. C'est la même logique. Bah oui, tu as lu mon texte, certainement. À l'origine, l'idée était de préserver l'ordre public, mais dans la pratique, ça donnait une époque assez bizarre. Alors, à cette époque-là de la Révolution, il y avait une dame qui s'appelait Olympe de Gouges, on en parlait hier, qui réclamait de monter à la tribune comme elle pouvait monter à l'échafaud. Elle est montée à l'échafaud. Et une amie à elle a porté un pantalon, elle a été fouettée et a inspiré cette fameuse loi. Et les choses vont continuer comme ça pendant 2 siècles, plus même que 2 siècles. Une femme pouvait être quasiment dévêtue, pas de problème, mais porter un pantalon, non.
Il a fallu attendre de Bonaparte, ou là de Bonaparte, ouais, parce que c'était le consulat, à François Hollande, ce grand incompris qu'est François Hollande. C'est en effet qu'en 2013 que le ministère des Droits des Femmes a officiellement décidé de l'abroger. Autrement dit, il a fallu attendre l'ère des smartphones pour retirer une règle qui aurait déjà paru étrange à Robespierre lui-même. Aujourd'hui, qu'on se rassure, mesdames, rassurez-vous, les pantalons à Paris n'ont plus besoin de permission officielle. Seulement d'être assortis correctement, ce qui finalement reste peut-être la vraie règle non écrite de la capitale de la mode, comme on l'appelle. Il n'y a que les voiles qui posent problème, qui posent encore problème. Peut-être qu'on va attendre 2 siècles pour qu'une dame puisse porter son voile si elle a envie de le porter. Voilà. C'était l'œil de Aziz Bousta. Merci Aziz et à la semaine prochaine. Merci Azib. Merci à vous de nous avoir suivis. Le 12-13 de Média 24, c'est fini pour cette semaine en tout cas. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.